Un podcast Studio Dilettante. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. La République, c'est moi! Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses, rangez vos discours de rageux. Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique la base de la politique en revenant sur les principes, les petites règles, les petites choses et aussi les grands personnages comme aujourd'hui. Et bien justement, ce lundi, nous enregistrons, on est le 6 avril 2020, nous sommes en live sur Twitch, donc c'est les conditions du direct, donc s'il y a des petits bizarreries, c'est normal. Et donc pour m'accompagner comme tous les lundis, je suis avec mon camarade Nemo. Salut Nemo. Salut. Alors aujourd'hui, on commence avec un brin de musique un peu rock'n'roll. Voilà, je pense que vous aurez compris le message. Aujourd'hui, on va parler des États-Unis. Oui, c'est un thème du film Team America, Police of the World en français, et qui est un très bon film que je vous recommande, une très très bonne comédie. Donc, parce que le thème du jour, c'est donc Donald Trump, actuel président des États-Unis d'Amérique, pourrais-je dire. Un riche héritier, donc son père travaillait déjà dans l'immobilier et puis lui a pris sa suite. Mais il est aussi animateur de shows télé, businessman globalement, et donc du coup maintenant président des États-Unis. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu son parcours politique avant de briguer la présidence? Alors Donald Trump, c'est vraiment un homme d'image en fait en termes de politique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a toujours été plus ou moins dans le sens du vent, qui a toujours eu beaucoup de chance. C'est-à-dire, tu l'as dit, c'est un héritier, c'est-à-dire qu'il n'a pas fondé sa fortune, il en a hérité, et il a commencé dans les années 80. Alors ça paraît assez bizarre aujourd'hui, mais il a été du côté démocrate à un moment donné, parce que quand il fallait faire des affaires du côté là où il était, c'était mieux d'être du côté des démocrates. Il a aussi été aux côtés du parti républicain. En bref, il a été là où souvent souffle le vent, et Donald Trump a essayé de se donner une image de self-made man, de quelqu'un qui sait diriger des entreprises, de quelqu'un de fort, de puissant, et il a été connu notamment du grand public américain. Enfin, d'une de ses incarnations les plus connues, c'est dans une télé-réalité où il incarnait un patron qui jugeait des candidats, et c'était le show télé The Apprentice, où à la fin, quand un candidat était éliminé, il lui disait « Vous êtes viré, you're fired », et c'est devenu un petit peu sa marque. Donc ça, c'est un peu le moment où il vient. Il s'est fait connaître pendant les années Obama parce qu'il était un peu le leader alors ça paraît complètement fou vu de chez nous, mais il y a eu tout un mouvement aux États-Unis quand Barack Obama est devenu président des États-Unis pour dire qu'il n'était pas américain, et Donald Trump n'a cessé de dire qu'il n'avait pas présenter son certificat de naissance, que le certificat de naissance de Barack Obama était caché, qu'il avait des enquêteurs, qu'il était sûr que ce type-là n'était pas président, ne pouvait pas devenir président, etc. Et bref, il a monté une véritable haine contre Obama, et du coup, jusqu'à peu après, la candidature de Donald Trump aux États-Unis était vue comme une grosse blague. Personne ne pensait, quand il s'est lancé en 2016, qu'il allait devenir président des États-Unis pour le Parti républicain. Et on connaît la suite de l'histoire. Donc ça, c'est vraiment en très très gros de là où il était jusqu'à sa candidature, pour vous dire que sa ligne politique,
en gros, avant qu'il se déclare véritablement candidat, personne ne savait vraiment ce que pensait réellement Donald Trump, à part que ça allait dans le sens du vent. Et au final, il a fait campagne sur une ligne assez classique, on va dire, On va y revenir. de droite extrême, voilà, du nationalisme, du protectionnisme à outrance, le climato-sceptisme, flatter, on va dire, la terre et les gens, enfin les ouvriers, les gens avec peu de revenus. Et voilà, ça a été un peu son parcours. On va y revenir un petit peu plus tard, si tu veux bien. Alors effectivement, comme tu l'as dit, il a mangé à tous les râteliers. J'ai même vu qu'il a fait partie, alors c'était bref, du Parti de la Réforme, qui est une sorte de centrisme d'extrême droite aux États-Unis. C'est très très compliqué. C'est pas les libertariens ? Ouais, enfin franchement, je suis allé voir la fiche Wikipédia du Parti de la Réforme parce que je connaissais pas, et oui, c'est assez ubuesque comme parti. Et il avait cette phrase intéressante dans les années 80 qui montre un peu comment, sans doute, il a fait sa campagne présidentielle. Il disait, donc ça c'était dans les années 80, à l'époque c'était qu'un businessman un peu sulfureux. Il disait donc: les gens veulent croire en ce qui est le plus formidable, le plus génial, le plus spectaculaire. J'appelle ça l'hyperbole véridique. C'est une forme d'innocence exagérée. Ouais, ça résume bien Donald Trump. C'est un style, en fait, c'est un style de communication et de discours politique qui fait rarement appel à l'intelligence des gens. C'est-à-dire que une phrase de Donald Trump, en général, ce sont des mots très simples et ça massacre. Lapsus intéressant. Ça martèle des idées répétées, avec une alternance entre faites-moi confiance, je dis la vérité, je sais, je vous comprends, et on remartèle l'idée. On remartèle l'idée toute simple. À noter que dans ces discours, il y a une seule constance, c'est il ne peut pas faillir. C'est-à-dire que il y a une phrase que vous n'entendrez jamais dans un discours de Donald Trump, c'est je me suis trompé, ou nous allons changer, ou etc. Non, c'est toujours on a raison, et c'est comme ça, et voilà quelle est la vérité du moment. Et même quand, alors, dès sa campagne, on commençait à ressortir, effectivement, comme le dit Suzy Q dans les commentaires, c'est un showman. C'est quelqu'un qui refuse catégoriquement de dire qu'il a dit une bêtise, et dès la campagne pour la présidence américaine, où forcément sont ressortis des propos extrêmement sexistes, puis après racistes, enfin, c'est allé crescendo. Et alors justement, comment il a gagné cette campagne ? Alors, il a gagné, alors après là c'est une analyse, là on rentre dans la partie analyse personnelle, il a gagné pour deux raisons. Le premier, c'est que le système électoral américain est pas entre guillemets juste, c'est-à-dire que une campagne électorale américaine se joue État par État, c'est-à-dire que quand vous remportez un État, peu importe que vous le remportez de 2 voix ou de 2 millions, vous remportez tous les grands électeurs de cet État, et à la fin c'est un certain nombre de grands électeurs qui vous permettent d'accéder à la présidence. Donald Trump a gagné parce qu'il a trouvé, entre guillemets, un chemin. Il a gagné un certain nombre d'États dans lesquels il n'était pas attendu, et il a gagné les États dans lesquels il était attendu. Il faut bien voir que Donald Trump, et c'est une vérité qu'il faut marteler, il a perdu le vote populaire. Hillary Clinton, qui était son adversaire, a remporté beaucoup plus de voix que lui, mais lui a gagné parce qu'il a su, c'est comme au tennis en fait, il a su marquer les points qu'il fallait. Oui, en fait, j'ai regardé un peu en détail. Effectivement, il y a un écart de 2 millions de voix entre les votes des Américains et des Américaines pour Hillary Clinton et ceux de Donald Trump. Mais par contre, effectivement, ramener au système des grands électeurs, c'est pas exactement le terme, mais c'est l'équivalent qu'on connaît ici. Donald Trump a eu donc 306 grands électeurs, quand Hillary Clinton en a eu que 232. À noter ça fait un écart assez important, et voilà. À noter que c'est une victoire assez classique dans une élection américaine. C'est une victoire nette, mais c'est pas la plus grande victoire de l'histoire des États-Unis, malgré ce que prétend Donald Trump. Il y a eu des massacres beaucoup plus importants en termes de grands électeurs envers certains candidats. Donc ça, c'est pour moi la première chose, c'est le système électoral américain qui favorise l'accumulation d'États. Or, il y a beaucoup d'États qui
à peu de voix près, permettent d'emporter des grands électeurs. Un exemple, c'est que Donald Trump a remporté le Michigan, qui était un État plutôt démocrate, puisque c'était un État rempli de beaucoup de cols bleus, c'est-à-dire d'ouvriers, etc., et que les cols bleus l'ont préféré à Hillary Clinton. Et c'est justement pour moi la deuxième raison pour laquelle il a gagné cette élection, c'est Hillary Clinton. Hillary Clinton était une candidate démocrate qui ne suscitait pas la passion de son électorat, et surtout, en fait, les Clinton, c'est une famille politique qui existe depuis des dizaines d'années aux États-Unis et pour lequel il y a des campagnes politiques et de communication de la part des républicains depuis des dizaines d'années. C'est-à-dire que l'image des Clinton, lorsqu'elle rentre en campagne, elle a déjà ce fardeau, ce sac d'affaires, de préjugés et de personnes des républicains qui ont envie d'en découdre avec les Clinton depuis des années et des années. C'est-à-dire que, par exemple, Trump a pu obtenir les voix des gens qui n'ont pas supporté la présidence de Bill Clinton et qui en ont profité pour se venger via Hillary Clinton. Il y a aussi le fait que c'est une femme, que c'est quelqu'un de plutôt centriste, c'est-à-dire qu'elle n'était pas vraiment à même de séduire une partie de l'électorat le plus à gauche des États-Unis qui avait voté pour les primaires démocrates pour Bernie Sanders, et qu'elle a fait une campagne assez médiocre, qu'elle n'a jamais su véritablement décoller, c'est-à-dire qu'Hillary Clinton, c'est une politicienne affûtée, c'est une dame qui a beaucoup de sens politique, mais elle n'a pas eu vraiment le sens d'une campagne électorale. Et du coup, le vent est allé du côté de Donald Trump, qui représentait une sorte de nouveauté. Et c'est une façon aussi de dire, moi, je vote pas pour une candidate qui est une candidate classique de l'établissement démocrate. Je vote pour un candidat qui s'est imposé, un candidat qui est venu, qui a tout cassé et qui s'est imposé à tous ceux qui n'en voulaient pas. Et en quelque sorte, on pourrait comparer ça à une certaine partie du vote Le Pen, c'est-à-dire qu'on vote Donald Trump comme on vote Le Pen, c'est-à-dire pour faire chier, pour renverser, pour vous dire, voilà, vous voulez pas que je vote pour lui, voilà, je vais voter pour lui. Voilà, c'est un ensemble de beaucoup de choses. C'est ton opinion, mais... oui, je reviens, c'est une analyse, en tout cas, c'est mon analyse de l'élection américaine de 2016, et elle est, bien entendu, totalement contestable. Suzy Q nous demande dans les commentaires si ce sont ces fameux swing states, les États balanciers qui ont joué. C'est ça, c'est pile ce truc-là qui a joué. En fait, les swing states, on a tendance à penser que c'est quelques États et que c'est toujours les mêmes. Il y a des constantes, mais par exemple, l'Ohio, qui a été pendant très longtemps, on se disait, l'Ohio peut basculer. Aujourd'hui, il va plutôt du côté républicain. Les swing states varient, en fait, en fonction des populations qui habitent les différents États des États-Unis. Ça peut totalement changer la donne. Récemment, je crois que c'est en Floride, si je me plante pas. Oui, c'est ça, c'est en Floride, où il y a eu un référendum en 2018 pour accorder le droit aux prisonniers, aux gens qui étaient sortis de prison, de pouvoir voter, qui est passé. Et donc, le fait d'accorder aux prisonniers le droit de vote, sachant qu'on sait que cette population vote très majoritairement démocrate, peut faire basculer un État comme la Floride, qui est un très très grand État en termes de grands électeurs. Donc la politique américaine, c'est vraiment énormément de stats, énormément de chiffres, sachant que là-bas, on chiffre tout, tu te déclares électeur démocrate ou républicain, on sait dans tel comté combien il y a eu d'électeurs démocrates, combien il y a eu d'électeurs républicains, on peut se dire, plutôt par là, ça va tourner dans tel sens, par là, ça va tourner dans tel sens. Donc la politique américaine est une politique extrêmement statistique, surtout qu'il n'y a que deux partis quasiment qui peuvent l'emporter à l'heure actuelle. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir Trump qui arrive en ayant à la base une relative petite équipe et à base de tweets, de phrases chocs, de controverses, a conquis manifestement suffisamment d'Américains et d'Américaines pour atteindre la présidence. Ouais. Intéressons-nous justement à la présidence. Alors, parmi les premières choses qu'il a fait de notable, c'est sortir de l'accord de Paris, l'accord de la COP21, le retrait de l'accord iranien sur le nucléaire et la guerre commerciale avec la Chine. Ce sont des choses qui, en tout cas, vues d'Europe, vues de notre point de vue très franco-français, peuvent paraître très négatives, très dures, très risquées. Et pourtant, là, on est en crise du coronavirus, donc c'est un peu exceptionnel, mais globalement, l'économie américaine et les États-Unis vont bien. Alors économiquement, oui, les chiffres de Trump sont plutôt bons. Mais après, il faut voir les chiffres et la situation réelle des gens. C'est-à-dire que, par exemple, une bonne économie n'est pas une économie égalitaire. Est-ce que Donald Trump a réduit les inégalités aux États-Unis ? Ce n'est pas le cas, par exemple. Mais ensuite, au niveau de la cohérence, la politique de Donald Trump, c'est une politique
moi je qualifierais ça de la droite extrême. C'est-à-dire que c'est une politique qui a totalement sa logique. C'est-à-dire, la première chose, c'est il faut défaire ce qu'a fait Barack Obama. C'est une sorte de constance dans la politique de Trump, c'est revenir sur tout ce qu'a fait Obama, c'est-à-dire donc l'accord de Paris, par exemple, ça combine deux choses. À la fois, ça avait été signé par Obama, et ça permet de donner du grain à moudre aux climato-sceptiques, qui est une partie prenante de l'électorat de Trump. On parle souvent même de la base de Trump, en fait. Trump sait qu'il a une base électorale qui lui est extrêmement fidèle, et il fait beaucoup de choses pour leur plaire, ou même si c'est pas vraiment réel, au moins pour envoyer des signes dans leur direction. Par exemple, la guerre commerciale avec la Chine, ça permet de dire, voilà, l'Amérique est en avant, elle mène une guerre, elle va la gagner, et on va s'opposer à la Chine, qui est une autre grande puissance internationale. Voilà, et effectivement, malgré tout, les chiffres de l'emploi étaient bons, parce que Trump a aussi fait une politique de baisse d'impôts massive pour les plus riches et pour les entreprises. Et ben, tout ça finit par payer. Il bénéficie d'une situation économique aussi favorable, mais comme tu l'as dit, la crise du coronavirus remet beaucoup de choses en cause, et notamment le fait est que l'absence de protection sociale et de santé des Américains va jouer beaucoup dans cette crise, parce que là, on se dirige véritablement vers une catastrophe sociale et sanitaire aux États-Unis, parce que nul ne sait si le système actuel est capable d'encaisser autant de gens qui viennent demander ce qui est le peu de chômage ou le peu de droits dont disposent les Américains. Ouais. Je termine juste quand même sur quelque chose, c'est qu'en 2018, il y a eu les élections de mi-mandat pour Donald Trump, il les a perdues. Les démocrates ont repris la Chambre des représentants, et en faisant notamment campagne sur le système de santé et sur la sécurité sociale. Et c'est ça qui est troublant, c'est son double discours, à la fois protecteur, et en même temps il y a cette phrase que j'ai reprise d'un podcast qui s'appelle Washington DC, qui est fait par les correspondants francophones de France Info, de la RTBF, etc. aux États-Unis, et en fait ils reprennent cette phrase de Donald Trump qui disait en attendant le président Al-Sisi, qui est le président égyptien, où est mon dictateur préféré? Et ça montre que Trump il assume jusqu'au bout de travailler à l'étranger, et en même temps il est en guerre contre tout le monde. Il y a une sorte d'ambiguïté, et Macron avait synthétisé ça sur, avec lui rien n'est garanti, et c'est vrai que sur l'avenir, le flou est là, quoi. Trump il y a quand même, j'aime bien revenir sur ce mot de constance, parce que Donald Trump, c'est vraiment une présidence de l'inconstance. C'est-à-dire que tout peut être changé du jour au lendemain en un tweet. Effectivement, la phrase de Macron, tu disais, résume plutôt bien. Mais il y a une constance quand même, c'est Trump travaille pour Trump. Et lorsqu'on regarde toutes les décisions qu'il a prises, beaucoup de décisions qu'il a prises, en réalité, l'avantage, soit lui, soit sa famille, qui est très proche de lui, soit son ego, soit la façon dont il se représente le pays, mais c'est véritablement, on en revient à ça, c'est véritablement un président d'image, et il y a effectivement des choses qui ont énormément choqué aux États-Unis, pas choquer sa base, mais une partie de l'opinion, c'est lorsque il dit des choses, il prend des actions qui manifestement avantagent la Russie plutôt que les États-Unis, et certains viennent à se demander pour qui travaille réellement ce président, quoi. Quand il dit des choses, il dit quelque chose, il dit comment vous le savez, il dit parce que Vladimir Poutine me l'a dit, ou parce que telle personne me l'a dit, et il a ce côté, oui, je travaille à l'instinct et j'assume, alors que derrière, il a des services secrets, il a des services diplomatiques, etc. Mais il a quand même l'air de les bypasser en permanence. Il y a une anecdote assez intéressante, c'est au G7 2018, où Trump signe le communiqué commun venant faire un accord avec les 6 autres puissances mondiales. Donc il signe, il prend l'avion pour rentrer chez lui, et en fait dans l'avion il regarde la conférence de presse de Justin Trudeau, donc le dirigeant canadien, qui critique ouvertement Trump. Et Trump se retire de l'accord par tweet dans l'avion qui le ramène aux États-Unis. Ça montre vraiment le côté personnifié de la personne, mais comme tu l'as dit, Trump c'est aussi une équipe derrière. On a parlé souvent de Jared Kushner, de Steve Bannon. Justement, quel est l'entourage de Donald Trump ?
Là aussi, il est fluctuant. C'est-à-dire que, comme on peut en revenir à une constance, encore une fois, de sa campagne, c'est le fait que Donald Trump ne se trompe pas. Donc, il lui faut toujours des boucs émissaires. Alors, généralement, il s'entoure de personnes qui pensent plus ou moins comme lui, donc évidemment sa famille, son gendre, etc., à qui ils ont quand même beaucoup de responsabilités. Je crois qu'il y en a certains, Jared Kushner, je crois qu'il était responsable de faire le plan au Moyen-Orient entre Israël et la Palestine, et la Chine. Enfin, ce monsieur ne doit pas avoir beaucoup de temps libre, vu le nombre de tâches qui s'accumulent sur son bureau. Et donc le beau-fils de Trump, pour préciser aussi. Voilà. Et il a également un petit cercle de fidèles, mais au fur et à mesure de la présidence, ce petit cercle diminue de plus en plus, puisque quand les choses vont mal, il faut sacrifier quelqu'un. Alors une fois, c'est le ministre de la Justice, une autre fois, c'est son responsable de communication, une autre fois, c'est... Voilà. Donc, Donald Trump, je pense, en vérité, quand on regarde sa présidence, je pense qu'il y a très peu de gens à qui il fait confiance réellement en dehors de lui. Et c'est vraiment cette impression que... il fait beaucoup de choses en fonction de ce qu'il pense lui, de ce qui peut lui profiter à lui. Et d'ailleurs, on le retrouve dans son discours politique où on est beaucoup sur un discours de « faites-moi confiance ». Je vous dis la vérité, je vais vous accompagner, mais faites-moi confiance. Complètement. Et d'où une sorte de tambouille un peu bizarre, et notamment avec Steve Bannon, donc, qui a travaillé à Breitbart News et qui est un suprémaciste blanc et qui a été un peu éjecté sans ménagement derrière. Bon, après, pas beaucoup de sympathie pour cet homme, mais et maintenant qui vend ses conseils à toutes les extrêmes droites d'Europe. Maintenant, on va s'attaquer à cette année, à ce qui se passe, en tout cas en 2020. Ce sont donc les élections américaines. Et juste avant qu'on commence l'enregistrement, je suis tombé sur un post de Ouzbek Erika qui cite une chercheuse de l'IRIS, donc qui s'appelle Marie-Cécile Naves, qui dit « L'élection va se jouer sur le fait de savoir si Trump peut l'emporter malgré sa mauvaise gestion ou grâce à sa maîtrise du récit. » Qu'est-ce que tu en penses, toi qui suis beaucoup la campagne américaine ? Alors, oui, c'est une bonne analyse. La question qui se pose, ça va vraiment être Trump, stop ou encore. Parce qu'il a tellement imposé un rapport de force en termes c'est moi ou c'est le chaos, que les citoyens américains vont vraiment être face à un choix. La primaire démocrate était une séquence électorale, je dis était parce qu'elle est quasiment terminée maintenant, mais était une séquence assez fantastique parce que c'était véritablement un débat entre diverses personnes, entre diverses façons de voir l'opposition à Trump. Mais c'est ça le truc, c'est que ils incarnaient non pas une alternative, mais une opposition à Trump. Et jamais les démocrates, en tout cas pour l'instant, n'ont réussi à montrer un chemin alternatif à part de dire « Regardez ce qu'on fera lorsque Trump ne sera plus là ». Et toute la question va être de savoir si véritablement le rapport direct qu'il a avec les électeurs fonctionne encore. C'est-à-dire, est-ce que sa base va lui être fidèle ? Elle va continuer à lui être fidèle ? Et surtout, quelle taille elle fait ? Et est-ce que les contradictions qu'il impose à sa base vont suffire à le propulser, encore une fois, à la Maison-Blanche ? Pour l'instant, bien en peine est celui qui pourrait faire une statistique ou de dire voilà, c'est sûr, c'est machin qui va gagner. En réalité, on n'en sait rien. La dernière fois, les sondages donnaient une large avance à Hillary Clinton. On voit comment ça s'en est terminé. Mais la campagne américaine n'a pas véritablement commencé. Elle aurait dû plus ou moins commencer là en avril, vu que ça se termine en novembre. Mais bon, la crise du Covid-19 fait que tout va être retardé et va peut-être être, alors désolé pour l'anglicisme, mais un game changer dans la campagne parce que Donald Trump va être le premier président véritablement d'un grand pays à être mis à avoir une élection juste après la crise ou pendant la gestion de la crise. Et on ne sait pas vraiment comment le peuple américain va réagir. Je crois qu'eux-mêmes ne le savent pas vraiment. Finalement, après une procédure d'impeachment, après toutes les facéties de Donald Trump en termes de communication, toutes les actions internationales qui sont extrêmement pas violentes, mais risquées, genre déplacer l'ambassade de Jérusalem et Israël, de mettre l'ambassade d'Israël à Jérusalem, mais voilà, est-ce que tout va pas jouer sur la crise du Covid-19 ? On ne sait pas. Moi, je pense que oui, ça va énormément jouer, mais voilà.
tout va dépendre de comment l'opinion américaine va réagir à ça. Et actuellement, en tout cas, une chose est sûre, c'est que Trump va marquer l'histoire récente des États-Unis parce que il aura jamais un président américain n'aura été aussi proche d'une relation assez, t'as utilisé le mot dictateur, mais je me mets entre guillemets là, encore une fois, d'une relation un petit peu de sectaire, là, j'avoue, toxique, je sais pas comment définir, en tout cas de proximité avec ses électeurs plutôt qu'une relation idéologique. Il y a un côté, pour terminer très rapidement, il y a une extrême... On va passer le timing. Après. Voilà, il y a une quasi-unanimité des électeurs évangéliques qui soutiennent Donald Trump. Je crois qu'on est dans des taux de plus de 95%, alors que c'est quelqu'un qui a eu plusieurs femmes, c'est quelqu'un qui a eu des propos fort peu chastes, on va dire, et il continue à voter pour lui parce qu'il nomme des juges conservateurs et contre l'avortement dans les différents États. Donc voilà, à voir, mais ça va être... ça promettait déjà d'être pas très propre cette élection, ça risque de le devenir encore moins. Et c'est sur ces mots que l'on va se quitter. Merci beaucoup Nemo. Merci Adrien. On te retrouve dans Canapé Game Les Pyrénées et à gauche toutes, évidemment. Et toi, on te retrouve dans Ludologie. Merci à Suzy Q pour le générique. Merci à vous de nous avoir écoutés et éventuellement de nous avoir suivis dans le Twitch en live. On va essayer de reproduire plus régulièrement ce type d'exercice. Là, vous écoutez la version complète, entre guillemets, la version normale. Je vous mettrai la version bonus avec les questions, les approfondissements sur un épisode bonus comme j'ai pu le faire pour l'épisode 27 et 28. Et pour se quitter, la citation du jour, elle est de Hannah Arendt qui dit très simplement, et je trouve que ça fonctionne bien, « La politique repose sur un fait, la pluralité humaine ». À bientôt. À bientôt. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com/studio-dilettante.